Donc, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est la WAC 6503DS, qui est donc la dernière borne qui a rejoint la famille ZXL. Je vais en profiter pour faire le tour sur d'autres notions, notamment liées au Wave 2 et au Smart Antenna, parce que c'est donc un point d'accès Wi-Fi 802.11 AC Wave de Smart Antenna. Juste, je vous rappelle les règles entre guillemets du webinaire. Là, si vous faites des interventions via le chat, je les vois pas forcément qui s'inscrivent sur mon écran. Donc, ce que je vous propose, c'est de garder vos questions pour la fin et puis on pourra échanger, vous par chat et moi en live à l'issue de la présentation. Alors, pour commencer, les antennes Smart, technologie Smart Antenna 2XL. Ça fait maintenant quelques temps qu'on propose cette technologie, mais je trouve important de refaire le point. Tout d'abord, vous reprécisez que la technologie Smart Antenna, ce n'est pas du beamforming. Le beamforming, ça consiste à diriger le flux radio en direction d'un client, ce qui, dans l'absolu, est positif, mais qui peut avoir un certain nombre de désavantages. Une antenne classique, vous la voyez, elle rayonne à 360 degrés. Vous avez le client qui récupère le signal avec une simple antenne. Avec une double antenne, vous voyez qu'en fait, double radio, vous voyez que le point d'accès émet deux flux, deux signaux, qui forcément ont une amplitude de phase qui, en fait, ajoute à peu près 3 dBm à la puissance du signal. Et d'un point de vue radio, on assiste régulièrement à des changements de phase. Donc ça, c'est la manière dont fonctionne le beamforming. Alors, quels sont les challenges que le Wi-Fi aujourd'hui doit relever? Est-ce que vous avez déjà vous-même rencontré ou été en contact avec des clients qui ont déjà fait face à ce type de situation? Des clients qui vous disent, voilà, dans un environnement haute densité, j'ai un problème de performance et j'ai beau ajouter des points d'accès, ça n'améliore pas la performance du réseau. Je suis dans une école, j'ai mis un point d'accès par classe et même avec ça, les connexions des étudiants sont lentes. On a investi dans une nouvelle technologie, dans du 802.11 AC par exemple, mais j'ai pas du tout les retours sur l'investissement que j'ai fait. Je suis dans un bureau et en gros, je fais des Skype vidéo, mais je sais que je vais être coupée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et du coup, je préfère les faire avec un bon vieux câble RJ45. Ou alors, je suis revendeur, on me demande d'installer dans du Wi-Fi dans une salle de conférence où je vais avoir à servir plusieurs centaines d'utilisateurs, et j'y vais, mais pas forcément en confiance. Je pense que c'est des situations qu'on a déjà tous rencontrées. Et quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on installe du Wi-Fi, on se trouve confronté à ce genre de situation? C'est assez facile à comprendre. Et là, on va devoir parler encore une fois de radio. Le spectre en 2,4 GHz, il se présente ainsi, donc vous avez des canaux, et chaque canal a une largeur de canal de 20 MHz. Et vous voyez que les canaux se chevauchent. Donc par exemple, si on veut avoir des canaux qui ne se chevauchent pas, on va devoir partir sur le canal 1, le canal 6, le canal 11. Sachant que plus le canal est large, plus on va pouvoir faire passer de données dans ce canal. 5 GHz, c'est différent. En 5 GHz, déjà, le spectre est divisé en deux bandes. On a des bandes qui sont réservées pour les radars météo, on a des bandes qui sont réservées pour l'armée, c'est le DFS. En 802.11a, on avait des canaux de 20 MHz, donc on avait 19 canaux qui étaient disponibles. Alors, si on tient compte du DFS, on en avait plus que 4. Alors, le DFS, je vous rappelle que les bornes ZXL savent le reconnaître et qu'en présence d'un signal DFS, ils n'utilisent pas la bande de fréquence. En gros, c'est la voie réservée pour les communications DFS. En 802.11n, on est passé sur des canaux de 40 MHz, ce qui est très bien parce que ça permet potentiellement de faire passer 2 fois plus de data. Mais on voit que on a moins de canaux, on est passé à 9. Uniquement 2 si on tient compte du DFS. En AC, potentiellement, on peut avoir des canaux de 80 MHz. Alors c'est super, mais on voit que là, on n'a plus que 4 canaux et on n'a plus qu'un seul qui est disponible sans DFS.
Et sur le Wave 2, où on peut monter jusqu'à 160 MHz, là, on n'a plus que 2 canaux et aucun qui soit exclu de la bande de fréquence DFS. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que pour augmenter la vitesse, comme je vous l'ai dit, il faut augmenter la largeur des canaux. Mais c'est comme un gâteau, hein, plus on fait des grosses parts, moins on a de parts. Donc, moins on a de canaux disponibles. Donc, on se retrouve avec des points d'accès qui fonctionnent sur des canaux qui sont de plus en plus proches. Et alors là, on doit faire face à un problème qui est le problème des interférences co-channel. Alors, une interférence co-channel, qu'est-ce que c'est? C'est comme 2 voies d'autoroute qu'on déciderait de se rejoindre, mais en ne donnant aucune visibilité et aucun type de priorité. En gros, c'est ce qui se passe quand vous avez 2 AP qui utilisent des canaux qui se chevauchent. Et ça affecte la performance du réseau Wi-Fi de manière extrêmement forte. Et ça peut même rendre un réseau Wi-Fi totalement inutilisable. Alors, comment est-ce que habituellement on gère les interférences co-channel? Alors, vous voyez ici 2 points d'accès avec leur zone de couverture et la zone d'interférence. Donc déjà, vous voyez le premier problème, c'est que la zone d'interférence est beaucoup plus large que la zone de couverture. Et donc, la zone où on va trouver des interférences co-channel, c'est là où les deux zones de couverture se croisent. Alors, première solution, on diminue la puissance. Alors, on diminue la puissance, voilà, hop. Alors malheureusement, ça crée des zones d'ombre, parce qu'on voit que du coup, on a une zone assez large qui n'est plus couverte. Et on a une couverture de ce fait qui est moins étendue. Et on a un débit qui est moins important. Et puis en plus, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on a diminué les interférences co-channel, mais on ne les a pas éradiquées non plus. Donc la réponse pour les interférences, c'est les Smart Antenna 2XL. Quels sont les objectifs des Smart Antenna? Les objectifs, c'est d'augmenter la capacité de la borne. On va se focuser sur la transmission radio pour augmenter la capacité d'accueil de la borne. On va aussi faire le maximum pour augmenter la couverture. Pour ça, on va augmenter le gain de signal de manière à avoir une couverture plus forte. On va réduire les interférences. Donc, vous le connaissez vraisemblablement déjà, mais le système Smart Antenna va créer un schéma d'antenne dédié pour chaque client de manière à minimiser l'impact des interférences. Et le tout en ayant toujours en tête une solution green avec une consommation électrique qui soit adaptée. Et ça fonctionne pour l'ensemble des équipements équipés de Smart Antenna en 2,4 ou en 5 GHz. Alors, Smart Antenna, comment ça fonctionne? Je vais d'abord vous montrer sur le schéma comment fonctionnent des antennes traditionnelles qui ne sont pas Smart Antenna. Donc, vous avez à gauche un point d'accès classique avec antenne omnidirectionnelle. À droite, un point d'accès classique avec une antenne directionnelle à 90 degrés. Donc, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Smart Antenna va fonctionner de manière différente. En fait, en permanence, la borne va réaliser des scans sur son environnement de manière à repérer à la fois les clients qui souhaitent échanger avec elle et également les sources d'interférences. Alors, j'ai fait exprès un micro-ondes en interférence parce que les interférences, elles peuvent venir d'autres bornes, elles peuvent aussi venir d'autres équipements radio, voire d'équipements 3G, 4G qui sont dans l'environnement. Donc, elle fait ce scan. Et il y a un algorithme très puissant qui va choisir parmi les 700 schémas de diffusion radio celui qui est optimisé à l'instant T pour le client. Et le rayonnement est défini pour chaque client et le processus est dynamique. Il se répète dans le temps en prenant en compte les évolutions de l'environnement, que ce soit un client qui se déplace, que ce soit des interférences qui apparaissent ou qui disparaissent. Donc ça permet d'avoir réellement un signal qui est adapté à chaque client et à chaque instant. Alors, on a mesuré la performance de ces antennes smart qui équipent un certain nombre de nos points d'accès. On l'a fait, alors ici vous voyez une photo de l'auditorium du siège social à Taïwan, qui est un grand auditorium, sur lequel on a placé un point d'accès et on a placé et on a mesuré le signal à différents endroits. P1, P2, P3, P4, à chaque fois on s'éloigne du point d'accès. Et on a mesuré la performance. Donc on l'a mesuré, vous verrez pourquoi après est-ce que je parle de cette borne-là, même si c'est pas la borne
dont on parle aujourd'hui, avec la WAC 6503DS, qui est l'équivalent de la WAC 6303DS, mais en Wave 1. On l'a comparé à des concurrents, à Ruckus, à Cisco, à Aruba, à HP. On a vu qu'en 2,4 GHz, très rapidement, quand on passe en P2, on est la borne WAC 6503DS est celle qui propose le meilleur débit. Et de même, lorsqu'on est en 5 GHz. Là, c'est même directement depuis P1. Alors, comme on trouvait ces résultats intéressants, on a été très heureux quand il y a une université en Italie qui s'appelle l'université de, alors je sais jamais comment on prononce, Brescia, qui a mené une antenne, une étude dont l'objet est l'analyse de la performance des points d'accès 802.11ac et notamment l'impact des technologies de type Smart Antenna. Alors vous avez le lien sur notre site qui vous permet d'avoir accès au rapport qui a été rédigé par les chercheurs italiens. En gros, on a pris des bornes, la borne Zixel, donc WAC 6503DS, des bornes Aruba, Ruckus et Cisco. Et on a fait plusieurs types de tests. Le premier test, c'était de mesurer dans quelle mesure les bornes étaient capables d'éliminer les interférences co-channel. Ce qui a été montré, c'est que c'est la WAC 6503DS qui est plus performante de 70% par rapport aux compétiteurs dans l'élimination des interférences co-channel. Il a également été démontré que dans les endroits fortement exposés aux interférences, donc 70%, il a également été démontré que la couverture était 56% plus performante, plus importante, avec un débit meilleur par rapport aux antennes, aux points d'accès Cisco, qui sont des points d'accès qui ne sont pas équipés de la technologie Smart Antenna, et bien par rapport à Ruckus, qui lui a un point d'accès, une technologie Smart Antenna, est de 66%. Et le débit des antennes, des Smart Antenna de Zixel est en moyenne 45 plus important que les autres AP qui proposent cette technologie. Donc, en conclusion, le système, la technologie Smart Antenna de Zixel a été reconnue comme la technologie d'antenne Smart la plus performante sur le marché. Donc, bonne nouvelle, la WAC 6303DS, qui est la nouvelle borne qui vient de rejoindre notre catalogue depuis le 1er février, est équipée de cette technologie Smart Antenna. Mais elle est également Wave 2 et elle est également, elle embarque également une technologie de beamforming deuxième génération qui permettent en fait d'améliorer le débit de la borne d'à peu près 15%. Pourquoi? Parce que la borne, qui est en Wave 2, ne fonctionne pas suivant le schéma traditionnel qui est le SUMIMO. En SUMIMO, comme vous venez de voir sur l'animation, la borne va communiquer d'abord avec le client numéro 1, ensuite avec le client numéro 2, avec le client numéro 3. Et quand elle a fini la boucle, elle recommence. Ça, c'est la manière dont fonctionnent tous les points d'accès qui sont jusqu'au 802.11ac Wave 1. Une des innovations qui a été apportée au 802.11ac Wave 2, c'est le multi-user MIMO. Et là, la borne ne va plus communiquer client par client, mais va grouper les clients ensemble et va être capable de communiquer avec plusieurs clients de manière simultanée, ce qui permet de faire gagner du temps à la borne dans ces échanges. Alors, comment ça marche? En fait, ça utilise la technologie du beamforming pour annuler pour chaque client le flux qui ne lui est pas destiné. La borne, en fait, elle envoie les 3 flux qui sont destinés au client A, au client B, au client C. Et avec le beamforming, elle va annuler la partie du flux qui n'intéresse pas le client en question. Donc, le flux B et C pour le client A, le flux A et C pour le client B, etc. Le problème, c'est que dans les faits, le signal indésirable, il n'est jamais complètement annulé. C'est pas possible. Même avec un beamforming performant, c'est pas le cas. Et ce signal qui n'est pas destiné au client, ça devient du bruit, ça devient une interférence. Donc, pour une borne qui fonctionne bien en 802.11ac Wave 2, il faut impérativement qu'on ait un rapport qui s'appelle le rapport signal sur bruit, le SNR, qui soit excellent. Autre chose, en Wave 2, il y a une partie de la ressource du point d'accès qui va être consacrée à la constitution, à la composition des groupes de clients. Et ensuite, elle va chercher
chaque fois à déterminer, à mesurer le canal. Et ça consomme ce qu'on appelle de l'airtime. L'airtime, c'est le temps que la borne a pour émettre. Et la mesure du canal en Wave 2 peut aller jusqu'à 1%. Enfin, en moyenne, on considère que c'est 1% du temps de airtime de la borne. Donc tout ce temps-là, c'est du temps où la borne, en gros, passe à réfléchir et sur lequel elle n'émet pas de signal. D'autre part, l'autre problème en Wave 2, c'est qu'on va retrouver le même frein qu'on avait en Wave 1. On a l'habitude de dire qu'en Wi-Fi, lorsque vous avez plusieurs clients qui sont connectés de manière simultanée, comme la borne, elle communique d'abord avec le client numéro 1, ensuite avec le client numéro 2, bien, tous les clients qui sont connectés de manière simultanée à la borne voient leur vitesse bridée par le client le plus lent. Donc ça, c'est le cas quand on est en single user MIMO. En MU-MIMO, c'est la même chose. Chaque groupe va être limité par le client le plus lent. Alors la borne va essayer de réaliser des groupes qui soient le plus pertinents possible, mais on sera toujours, là on voit dans l'exemple de droite, on a 3 clients, un qui peut communiquer à 325, un qui a la possibilité qui pourrait aller jusqu'à 390, un troisième qui peut aller jusqu'à 433. Bah, au total, tout le monde est à 325 mégabits par seconde. Toutes ces problématiques font que, parfois, on se retrouve avec des réseaux 802.11ac Wave 2 qui finissent par être plus lents que les points d'accès en Wave 1. Pourquoi? Parce que on est sur des canaux qui sont très très larges, donc du coup on a beaucoup d'interférences, et parce que la borne génère d'autant plus d'interférences que elle utilise une technologie de beamforming qui produit beaucoup de bruit. Donc, il est important, pour avoir un point d'accès en Wave 2 qui fonctionne bien, d'avoir un point d'accès qui sache apporter une réponse. Donc, Zixel est parti pour le Wave 2 du constat que souvent en MU-MIMO, si on ne prend pas en compte les contraintes, on peut être plus lent qu'en SU-MIMO. Qu'en MU-MIMO, la vitesse est bridée par le client le plus lent et que la mesure du canal peut prendre jusqu'à 1% du airtime. Et plus vous avez de clients, plus ce temps augmente. Donc, il faut prendre en compte ces contraintes. Et la réponse est assez simple, il faut impérativement proposer des bornes dont la capacité de transmission et de réception soit optimum. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très facile à faire. Donc, comment est-ce que Zixel a résolu ces difficultés? C'est principalement en investissant sur du beamforming deuxième génération et en ayant un design RF first, donc ça veut dire la radio avant tout, en maximisant la technologie, en ayant des points d'accès dont les modules d'antenne soient extrêmement performants. Alors, je vous présente la WAC 6303DS. La voici. Alors, si vous l'ouvrez, ce que je ne vous recommande pas de faire, vous verrez un certain nombre de choses. La première chose, c'est des composants de haute qualité. Vous avez un amplificateur haute puissance. Vous avez un blindage d'isolation par chaîne. Très important, vous avez aussi un système qui permet d'immuniser la borne contre les interférences 3G et 4G. De plus en plus, on retrouve des relais intérieurs 3G, 4G pour améliorer la couverture GSM à l'intérieur des bâtiments. Ce sont des signaux qui viennent extrêmement perturber les bornes. Donc là, la borne est conçue pour au maximum être immunisée. Vous voyez une plaque qui permet de dissiper la chaleur. C'est un challenge extrêmement important en Wi-Fi. Comme tout équipement électronique, un équipement qui chauffe, c'est un équipement qui se met à être instable. Donc vous avez un dissipateur de chaleur et notre fameuse système module d'antenne Smart Antenna. Les avantages, c'est que toutes ces innovations qui ont été apportées, elles vont évidemment bénéficier aux clients qui se connectent à la WAC 6303DS et qui sont compatibles 802.11ac Wave 2, mais pas que. On sait qu'aujourd'hui, on trouve peu de clients aujourd'hui qui sont compatibles. Les clients qui sont en Wave 1 et les clients qui sont en N vont bénéficier de ces améliorations apportées à la borne. Donc, la WAC 6303DS, donc je vous l'ai dit, c'est un point d'accès 3x3 flux Smart Antenna Wave 2. Donc, qui fonctionne en 2,4 GHz, donc en BGN, en 2x2 flux spatiaux, donc en single user MIMO de manière classique, 5 GHz, A, N et AC, 3x3 flux spatiaux, et soit en single user MIMO, soit en MU-MIMO. Équipée de Smart Antenna, elle intègre un beacon BLE, donc BLE c'est Bluetooth Low Energy. Ce sont des
des modules qui vont permettre, qui vont servir de support pour des applications de proximité basées sur le Bluetooth qu'on va trouver dans les mois et les années qui viennent de manière de plus en plus systématique pour envoyer du contenu, faire du push de contenu sur des clients qui sont à proximité. Donc je l'ai dit, la borne est pensée pour au maximum gérer les interférences 3G, 4G. Elle a 2 ports gigabits. Alors attention, je vous le rappelle, comme sur toutes les bornes Wi-Fi XL qui ont 2 ports gigabits, ce sont 2 ports que vous ne pouvez pas agréger. C'est ce qui va vous permettre éventuellement de repartir sur du câblage et alimentable en PoE. Le hardware, on est sur un hardware classique, donc on est un petit peu plus épais qu'on l'était par exemple pour ceux qui la connaissent que sur la WAC 6103DI. Un système de LED qui a été simplifié, donc vous avez plus 3 ou 4 boutons différents. Là vous avez une seule LED qui a un code couleur, donc lorsque la borne est en vert, c'est qu'elle est alimentée en AT, quand elle est en orange, c'est qu'elle est alimentée en AF. Et quand on la retourne, donc on va retrouver le port Uplink, le port LAN, un module d'alimentation. Elle est compatible avec les kits de montage des WAC 6103DI, des 5123AC et des 1123AC, et elle reste assez fine. Vous voyez qu'elle ne fait que 39 mm d'épaisseur, donc ce qui lui permet de trouver sa place en toute discrétion. Point qui est peut-être de l'ordre du détail, mais qui rappellera peut-être des souvenirs à certains. La borne, quand elle est livrée, elle a un cache plastique transparent, ce qui va permettre aux techniciens qui est en train de faire le câblage et qui potentiellement a les doigts peut-être un petit peu sales, plein de poussière, de protéger la borne, et il ne va enlever le cache plastique que quand il aura fini son installation, de manière à ce que la borne reste immaculée. Technologie qui a été installée sur cette borne, c'est la technologie radio thermosense. Alors comme je vous l'ai dit, les hausses de température sur tout équipement qui soit, c'est extrêmement préjudiciable en termes de stabilité et en termes de durée de vie. On sait qu'un produit qui chauffe beaucoup, au moment où il chauffe, il va se mettre à potentiellement à dysfonctionner et il aura une durée de vie moindre. Zixel a lancé une technologie qui permet en fait à l'équipement de repérer quand il arrive dans des zones critiques de chaleur, donc c'est aux alentours de 40-45 degrés. Et à partir de ce moment-là, quand on dépasse ces températures de fonctionnement, on va limiter le module radio à un flux spatial, ce qui va permettre de limiter la consommation d'énergie. Et donc, au point d'accès, même lorsque la température monte jusqu'à 60 degrés, de continuer à être relativement stable par rapport à d'autres points d'accès Wave 2 qui, eux, ont leur performance largement dégradée. Donc, en résumé, c'est un point d'accès haute performance que vous allez pouvoir installer dans tous les environnements aujourd'hui où vous installez de la WAC 6503 DS et WAC 6502 DS. Dès que vous êtes dans des environnements avec une haute densité d'utilisateurs, je rappelle que c'est des bornes qui peuvent accueillir jusqu'à une centaine d'utilisateurs simultanés. Lorsque vous êtes dans des environnements qui sont extrêmement pollués en termes de radio, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des centres d'affaires ou tout endroit en hypercentre-ville où quand vous lancez votre explorateur Wi-Fi, vous avez 25 SSID qui vous sont remontés. Avec donc ce beacon Bluetooth Low Energy pour potentiellement servir d'application, notamment on en trouve beaucoup dans le retail, dans les boutiques, et pensé pour bien supporter les interférences 3G et 4G. Donc, je vous ai remis ici les points forts, donc avec une performance améliorée de 300% pour les clients qui sont compatibles Wave 2, mais je vous rappelle une borne qui va également présenter des avantages significatifs pour les clients qui sont en F1, voire en N. Un débit amélioré de 10 à 15% grâce au beamforming deuxième génération et la gestion des interférences 3G, 4G. La borne est à un prix revendeur de 480 € hors taxe, donc qui la positionne déjà de manière extrêmement agressive sur le marché. Et en plus, elle est en promo à 385 € jusqu'au 31 mars 2018. Voilà, j'en ai fini pour la partie présentation. On peut passer... si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Est-ce que les 6303 s'installent aussi bien sur le mur que sur le plafond? Alors, les WAC 6303DS sont équipés de la technologie Smart Antenna. À partir du moment où vous êtes sur une borne qui
à cette technologie, elle s'adapte au client et à sa localisation. Donc on n'a plus ce besoin de savoir si la borne elle est pensée pour une utilisation au plafond ou une utilisation au mur. Donc aucun problème. Compatibilité avec l'out APKit. Alors, on est malheureusement sur une taille légèrement... Alors, on n'est pas sur une taille équivalente à la WAC 6502 ou 03DS. Vous avez vu qu'elle est beaucoup plus fine, 3,9 cm. En revanche, on est un tout petit peu trop large pour rentrer dans les out APKit. Alors, je vous rassure, c'est une situation temporaire parce que du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va augmenter la taille des out APKit de manière à ce que ces points d'accès puissent rentrer à l'intérieur. Mais pour l'instant, jusqu'au lancement de la out APKit V2, c'est des bornes qui ne sont pas compatibles. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'avais compris, Nicolas. Alors, cette présentation, vous la retrouverez en replay, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver la présentation sous format PDF dans notre espace, enfin sur notre espace revendeur, dans la liste des ressources mises à votre disposition. Voilà, si une question se présente, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quoi qu'il en soit, si vous avez une question qui vous vient dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, n'hésitez pas à vous adresser à votre interlocuteur ZXL, donc que ce soit votre commercial ou voilà, pour avoir plus de renseignements. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous à vous souhaiter un bon appétit, à vous remercier pour votre attention et puis à vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera un webinaire consacré aux nouvelles solutions de sécurité dont vous pouvez retrouver sur notre site internet dans l'onglet formation l'ensemble des webinaires à venir auxquels vous pouvez participer. Voilà, merci à tous et à très bientôt.